Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette question magazine de la rédaction de Mikuba, radio-télévision qui passe en revue les questions d'actualité de la semaine. Cette semaine a été densément marquée par les questions sécuritaires principalement dans l'est de la RDC avec ce massacre contre les présumés adeptes du groupe Wazalendo dans le Nord Kivu, précisément à Goma. Les bilans revus fait état de 51 personnes tuées après cette manifestation. Et de fil en aiguille, nous allons parler dans le deuxième sujet de ces débats, deuxième thème de ces débats, on va parler du mandat de la force de l'EAC qui a été renouvelé pour 3 mois encore. C'est aussi une question sécuritaire, mais ce débat va être ouvert sur d'autres thématiques. Par exemple, en province, on va revoir rapidement, en début d'émission, l'actualité au niveau de la province. Et pour en parler avec nous en plateau, d'abord, Maître Junior Katolo, qui est analyste politique, qui est aussi cadre du parti FIDEC au niveau de la province du Lualaba. C'est un plaisir, Maître, d'être avec vous. Merci aussi à Franck Senga, qui est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Franck Senga, analyste politique dans une autre vie. Franck Senga, un plaisir d'être vous. Et enfin, nous avons Michel Kongolo pour sa première dans ces débats. Michel Kongolo, communicateur du parti politique UDPS Kibassa au niveau du Lualaba. C'est aussi un plaisir, Michel Kongolo. Merci. Avec mes collègues. Justement, je le disais déjà dans le sommaire de ces débats, on va commencer par l'actualité au niveau provincial. Maître Junior Katolo, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité au niveau de la province durant cette semaine? Merci beaucoup. Ce qui m'a marqué au courant de cette semaine, c'est la réhabilitation du pont Rouge. Oui. Et les travaux ont beaucoup avancé. Et donc, ça donne un peu de l'espoir aux habitants de Moussumba, oui, qui se voyaient coupés, n'est-ce pas, du reste de la province. Et donc, c'est vraiment un espoir qui est vraiment à l'horizon. Maître Junior, qu'est-ce qu'on sait de ces travaux? Est-ce qu'on connaît la durée déjà? Il y a de cela 2 semaines, oui, qu'ils ont commencé les travaux. Et selon l'ingénieur, il reste encore 2 semaines, oui, pour que tout soit terminé. Merci bien, Maître. Franck Senga, au niveau de la province, une autre actualité où vous voulez émettre un commentaire sur celle-là? Non, c'est par rapport à la froideur de la rentrée scolaire. J'ai constaté que les parents n'ont pas les moyens de pouvoir emmener leurs enfants à l'école. Quand vous sillonnez toutes les grandes écoles de la place, vous sentez que on vous dit carrément que 50% de l'effectif habituel n'ont pas repris le chemin de l'école. Et c'est vraiment triste, oui, parce que le social n'a pas été amélioré, on n'a amélioré aucun salaire du fonctionnaire de l'État, on n'a pas apuré les arriérés de salaire. Finalement, par exemple, Franck Senga, le constat de notre rédaction le jour de la rentrée scolaire a, ouais, été que chez les publics, les élèves ne sont pas normalement revenus, mais chez les privés, c'était le contraire. Est-ce que ça peut s'expliquer aussi par la situation sociale quand chez les publics, on sait qu'il y a la gratuité qui a été décrétée et il y a eu peu d'affluence le premier jour, la première semaine en tout cas? Absolument, les parents n'ont pas les moyens de se payer toute la paperasse, toute la logistique de l'élève. Oui. Donc, si un parent déjà ne sait pas nourrir correctement son enfant, mais à combien plus forte raison qu'il va bafouer ou zapper sa rentrée scolaire. Non, mais à ces parents-là, on a déjà enlevé une charge. Il n'a plus à payer les Minerval. Nous sommes dans la gratuité de l'enseignement. Absolument, oui, car cela ne tient. Ils n'ont pas les moyens. Même si vous enlevez le Minerval, il doit payer l'uniforme, il doit payer les cahiers, le cartable, il doit assurer le transport de l'enfant. Ce sont les moyens. Ils sont mal payés, mon Dieu. Oui. Ils sont mal payés. Merci. C'est tout le problème. Franck Senga, Michel Kongolo, qu'est-ce qui a marqué l'actualité au niveau provincial pour vous? Bien des sujets ont marqué l'actualité de notre province. Lesquels, par exemple? Commençant par notre parti, nous saluons la présence en province de Mme Isabelle Kibassa, qui est là pour rencontrer les desiderata des populations du Lualaba profond. Oui. Comme elle le dit souvent dans son leitmotiv, le Lualaba
au-delà de Kolwezi. Donc elle a été sur terrain dans plusieurs coins où elle a essayé de récolter quelques désidérata de la population. Et elle a constaté réellement qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le coin et recoins de la province. Il y a une souffrance accrue, une misère noire qui ronge nos compatriotes. Cette population qui va bénéficier du pont rouge qui est en pleine réhabilitation. Bon, le pont rouge, il a fallu beaucoup de bruit, il a fallu beaucoup de pression pour que ce pont soit réhabilité. En attendant, Madame la gouverneure était soit à Kinshasa, soit en tourisme, soit. Donc, je crois que cette réhabilitation, pour elle, c'est quelque chose qui va être comme une récupération politique parce que c'est à l'approche de la campagne électorale. Donc allez-y vite, on va nous élire, il faut. Donc je salue quand même cet effort-là, mais le moment est propagandiste pour moi. Parce que pendant tout ce temps que le pont rouge était affaissé ou soit s'était écroulé, il y avait vraiment une sourde oreille. Vous avez vu aussi les images de l'aéroport cette semaine dans les médias sociaux? Oui, j'ai vu les images de l'aéroport. Salutations à son Excellence Richard Mouyage qui était l'initiateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé le projet. Et donc, non, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fini. Là, nous apprécions juste les finissages. Mais le projet lui-même a été déjà monté depuis des années, des mois. Donc là, nous assistons juste au finissage. Donc, salutations à l'initiateur de ces travaux. Non, mais vous choisissez seulement l'initiateur, vous ne choisissez pas, c'est lui qui l'a finalement accompli, le projet lui-même. Le projet a été accompli par celui que je viens de citer, mais le finissage, vous connaissez la personne qui assure ce finissage-là. Donc, je dirais félicitations à tous les deux. Au concepteur du projet, à l'initiateur du projet. Donc, c'est pour la République, mais malheureusement pour nous aujourd'hui, dans la province, ça devient une récupération politique. On veut se taper la part du lion. Mais ça rentre dans les bilans, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on salue aussi la continuité, mais que ça ne soit pas une continuité propagandiste pour écarter les vrais initiateurs du projet et s'approprier la réalisation. On vous redonne la parole. La République, on parle au nom de la République, on ne parle pas au nom des individus. Merci. Voilà, on vous redonne la parole. Franck Senga, vous avez vu par exemple cette caricature sur les réseaux sociaux où on met côte à côte l'image de l'aéroport de Ndjili et l'aéroport de Kolwezi. On avait l'impression que l'aéroport de Kolwezi, c'était un aéroport de la capitale. Est-ce qu'il faut saluer le gouvernement provincial pour cette réalisation également? Oui, tout ce qui est bien pour le peuple est à saluer, quoique les réalisateurs de ce projet, enfin, il y a de quoi redire, mais sinon, je pense que... Il y a de quoi redire, quoi. Parlez sans langue de bois. Non, je dis que c'est quelque chose de bien pour la province et même pour le pays. Et je pense d'ailleurs que le gouvernement national, qui possède tous les moyens de la République, doit faire mieux dans pratiquement chaque chef-lieu de province. Il y a un aéroport en construction presque à 90% à Kisangani. Il doit faire mieux. Ils doivent faire mieux et faire des choses de la meilleure des manières sans en tomber dans les déboires de détournement et tout ça, parce que nous savons les financements de ce genre de projet, quand ça vient, quand ça termine et les disparités, c'est quand même bizarre. Chutons rapidement par maître Junior Katolo. Junior Katolo, vous avez entendu le tableau qui a été peint par Michel Kongolo, celui de l'intérieur de la province. On a l'impression que les efforts du gouvernement provincial sont limités au niveau de Kolwezi, hormis par exemple ces ponts rouges qui est en pleine réhabilitation, mais il y a cette misère. Quel est votre commentaire rapidement avant de rentrer dans le débat principal? J'ai bien compris que Michel Kongolo et Kouvadekin Kolwezi, il n'a grandi qu'à Kolwezi. Il ne tourne qu'à dans le quartier de Kolwezi. C'est tout à fait normal qu'il émet son avis que nous respectons par ailleurs. Alors, au-delà de ce pont-là, il faut signaler d'abord qu'il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Ici au Lolaba. Aussi au Lolaba, en rapport avec le plan de développement de 145 territoires.
à Moussumba, à Sandoa. Mais ça, c'est le gouvernement national. Oui. Vous trouvez déjà le bureau administratif de Sandoa bien réhabilité. Et il a oublié qu'à Kassaji, on est en train de construire, n'est-ce pas, une école qui est en construction déjà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font que Michel Kongolo ne sait même pas énumérer. Maître Junior Katolo. Quand bien même, il faut signaler aux auditeurs que ce qui fait le travail, c'est le gouvernement provincial. Il ne faudrait pas rester toujours dans cette petite réflexion d'attribuer les œuvres à des individus, parce que ici, ce sont les frais du contribuable qui est en train d'être donc par exemple, sur cet aéroport qui est les bijoux de la RDC, il faut plutôt saluer le gouvernement provincial et non des individus. Il faut saluer le gouvernement provincial, mais aussi il faut déplorer certains comportements des individus qui, du reste, avaient détourné, n'est-ce pas, des sommes qui avaient été allouées à cette construction. Alors il faut encourager peut-être ceux qui ont eu la bonne volonté de parachever. Et donc tout ça, c'est le gouvernement provincial et ses habitants qui sont à l'œuvre. Donc il faut saluer les contribuables qui ne cessent de contribuer chaque jour. Il faut aussi saluer cette bonne volonté de mettre les moyens à cette construction-là. Je chutais rapidement dans le débat. Je suis un peu estomaqué, je ne sais pas si je peux dire ça ainsi. Il ne faut pas qu'on arrive à faire de la récupération politique, c'est ce que je viens de le dire. Mais c'est que tout le monde condamne sur le plateau. À l'intérieur de la province, il y a ce programme initié par le président de la République de développement des 145 territoires. Il faut faire la part des choses. Oui, il faut faire la part des choses. Mais quand vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux, beaucoup plus chez les adeptes de Madame la gouverneure Aïe, du Lualaba, donc on récupère tout. Même les actions du gouvernement central, c'est à l'actif de Madame la gouverneure. Même les actions initiées par les entités territoriales décentralisées, donc les ETD qui bénéficient de la rédévance minière, c'est à l'actif de Madame la gouverneure. Mais c'est à quelle population qu'on se moque. Donc, il faut dire la vérité, restituer la vérité à cette population-là. C'est ce que nous voulons. À l'intérieur de la province du Lualaba, il n'y a aucune action de grande envergure initiée par le gouvernement provincial du Lualaba. Si ce ne sont que les réalisations qui sont programmées par le programme de développement et qui sont inscrits dans le programme de développement des 145 territoires du chef de l'État. Et parlant de l'aéroport, on évoque encore cette histoire de détournement des fonds et tout. Bon, écoutez, nous suivons tous l'actualité et tous les débats qui se déroulent à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Je salue d'abord cette reconnaissance, premièrement, d'un honorable député qui a dit que nous saluons la continuité des travaux par rapport à l'Assemblée provinciale. Au moins lui a été reconnaissant par rapport à ce niveau-là. Et par rapport à l'aéroport de Kolwezi, vous savez très bien qu'il y a eu ce débat houleux autour des détournements, autour de ceci et cela. Bon, on s'imagine par quels moyens on peut financer un projet de foi. Si on sait que l'entrepreneur qui était commis sur ces travaux avait déjà perçu une grosse somme d'argent, une partie de l'argent, et dont le matériel a été acquis, que Madame la gouverneure est allée recevoir à l'aéroport. Donc, s'il y a eu refinancement, dès qu'il y a eu détournement, il faudra que les gens de SIDEC et leur autorité nous justifient comment est-ce qu'ils ont refinancé les travaux de l'aéroport. Merci bien, Michel Kongolo. On va rentrer rapidement dans le débat du jour après avoir brossé l'actualité au niveau de la province. On va parler d'abord, comme je l'ai dit déjà dans le sommaire, de ce carnage qui a eu lieu à Goma avec cette manifestation des adeptes de la secte mystico-religieuse, comme on l'appelle les Wazalendo, qui manifestaient contre l'insécurité et allaient en direction de la MONUSCO et de la force de l'EAC. Il s'en est suivi une altercation armée avec les forces de l'ordre et ça a été soldé par une cinquantaine de morts. On va suivre le ministre national, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankondé, dans un point de presse qu'il a donné. On va rentrer sur le plateau pour approfondir le débat. Vous voyez, aujourd'hui, il y a, par principe, le gouvernement a condamné, condamne et condamnera ce qui s'est passé.
Et nous avons été dépêchés justement pour comprendre et faire rapport. Dans notre compréhension des choses, il y a des défaillances du côté de l'armée, puisqu'il y a eu des morts par balle, mais il y a également une tentative de récupération. Des récupérations pour charger les gouvernements, notamment sur les chiffres. C'est une préparation même de la contestation de toutes les décisions que pourrait prendre la justice. On joue sur les chiffres, tout ça. Ceux qui sont morts sont des compatriotes. Le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. Nous venons de là. Il y a des personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui dont les familles ne sont pas connues. En tant que gouvernement, nous devons connaître, ils viennent d'où, ils sont de quelle famille. Ce sont des questions importantes que nous devons intégrer dans notre analyse en tant que peuple, en tant que nation. D'autant plus que dans cette partie de la République, nous faisons face à une agression rwandaise. Nul n'ignore aujourd'hui que le Rwanda a infiltré notre société et continue à infiltrer. Donc nous devons être vigilants sur tout ce qui arrive, surtout dans cette partie de la République et même dans d'autres territoires, pour analyser avec beaucoup de froideur certains faits qui se présentent devant nous. Voilà, Franck Senga, vous venez d'écouter Peter Kazadi, qui est le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous dites de cette actualité, de ce carnage qui a eu lieu à Goma? Oui, je commence cette intervention par une citation de Thomas Sankara, qui avait dit ceci. Je cite, « Un militaire mal formé ou pas du tout formé est un bandit potentiel en devenir. » C'est ça que nous avons connu. Nous avions des bandits qu'on a recrutés et qu'on a installés dans une unité qui est censée être une unité spéciale, la garde républicaine, une unité d'élite chargée de faire la sécurité du président de la République, de ses proches et de ses invités ou ses hôtes. Voyez-vous, il me semble qu'il y a eu des recrutements en cascade, en désordre qui ont été faits. Il y a même eu des motards qu'on a recrutés en masse. J'ai entendu il y a 2 ans, Augustin Kabouya aller même en Mbujimaï pour dire « Venez en masse dans l'armée pour protéger le pouvoir de notre frère et non pas protéger le Congolais. Sinon, vous n'auriez que vos yeux pour pleurer. Voyez-vous. Donc, il y a même des Koulouna qui se sont... Et ils sont passés par une formation un peu catastrophique et ils se sont retrouvés là. Voilà ce qui se passe. Et ajouter à cela des discours de leur chef, le discours du président, par exemple, à Kananga, qui avait dit il sera sans pitié, surtout celui qui va oser déranger son pouvoir. Oui. Ah oui, en Mbujima, au jubilé du Monseigneur, il dit il n'en demandera pas, il va écraser tout celui qui va essayer de déranger son pouvoir, quoi qu'on dise sur la question des droits de l'homme. Moi, je pense que ce sont des discours qui ont servi d'accélérateur à ce genre d'actes-là, voyez-vous. Mais maintenant, ce sont des gens qui se comportent de n'importe quelle manière. Le Peter Kazadi ici, avec Mouyaya, dans leur conférence de presse, je me souviens quand cette affaire a surgi, eux, ils avaient parlé d'abord de 6 morts. Non, mais c'est un bilan évolutif. Ils avaient parlé de 6 morts alors que les images faisaient déjà foi qu'il y avait plus de 100 morts. Non, mais il y a des images. On ne peut pas décider de la mort de quelqu'un à vue d'œil. Il faut une expertise donnée. Écoutez, donc, le bilan reste évolutif. Écoutez, avant c'était 48 morts. Oui. La société civile avait déjà déploré plus de 100 morts le même jour de ce massacre-là. Le même jour. Mais eux, ici, ils ont voulu cacher. Heureusement que chacun, maintenant, d'entre nous, est reporter sur lui-même avec son téléphone. Quand les images ont commencé à être partagées, alors là, ils ont reculé. Et je me souviens... Oui. Peter Kazadi est allé même lui-même accompagné de Bemba là-bas à l'Est.
Et j'ai vu qu'il ne maîtrisait absolument rien. Il avait même été question que Jean-Pierre Mbemba puisse commencer à lui souffler. Non, mais ce n'est pas dans son domaine. C'est pas dans son domaine. Non, écoutez, mais c'est le ministre de l'Intérieur. Il était chef de la délégation. Oui. Il est chargé aussi de la sécurité de ce pays. Il y a par exemple de mots techniques liés au secteur de la défense. Bemba qui est ancien militaire. S'il vous plaît, les mots techniques, vous pensez que Peter Kazadi ne connaît pas la garde républicaine, ne connaît pas que la garde républicaine, c'est une unité spéciale chargée à protéger le président. Et d'ailleurs, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui, donc là, j'ai vu un Jean-Pierre Bemba qui soufflait de quoi? Des mots techniques. Non, pas de mots techniques. S'il vous plaît, pour souffler certaines choses à Peter Kazadi, mais en réalité, c'était pour se dédouaner. Et Peter Kazadi, en toute ignorance, a accusé le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on reproche au Wazalendo? Non, écoutez, ce sont des Congolais. Ce sont des anges qui... Non, pas du tout. Ce sont des Congolais. Écoutez, ces gens-là ont écrit que nous allons pouvoir faire une marche vers la MONUSCO pour déposer notre mémo. On ne veut pas d'eux. Et même l'EAC. Mais je ne sais pas. Les gens informent. En principe, on aurait dû voir la police les attendre, venir dans la rue pour les encadrer. Ou à la limite, les en dissuader quand ils se retrouveront dans la rue. Mais on a vu la garde républicaine. Qu'est-ce que la garde républicaine... Et ça suscite beaucoup de questions. Qu'est-ce que la garde républicaine a été faire à Goma en ce moment-là? Pourquoi la police est là? Mais même l'armée régulière est là. Nous sommes en période d'état de siège. Mais qu'est-ce que la garde républicaine, une unité d'élite chargée de garder le président à Kinshasa, aller là-bas à l'encontre des Wazalendo et commencer à tirer? Ça signifie en d'autres termes qu'elle est truffée de bandits, de voyous et tout ça qui font n'importe quoi. Et on va vous donner la carnage. Et vous savez, la responsabilité morale du chef de l'État est engagée par cette bêtise-là. Voilà, et puis, merci. Et d'ailleurs, au moment où l'auditorat accuse ce massacre de crime contre l'humanité. Eux ici, Peter Kazadi et Mouyaya, eux ils ont dit que non, c'est une petite bavure qui peut arriver dans tous les pays. D'ailleurs, oui, aux États-Unis aussi. Et ils comparent ça aux États-Unis. C'est une bêtise, non. Arrêtez ça. Justement, Michel Kongolo, quelle analyse vous avez fait de cette actualité? Bon, c'est douloureux d'apprendre la mort d'un compatriote. Oui. On ne peut pas s'en réjouir parce qu'on parle d'une cinquantaine. Des morts, c'est quand même un grand nombre. Je compatis au malheur qui a frappé les familles des victimes. Donc, ces Congolais qui font partie de la secte mystico-religieuse de Wazalendo. Mais mon analyse... je voudrais l'aborder dans ce sens. Allez-y. Vous savez que Goma est dans une zone de turbulence, dans une zone d'insécurité, avec cette agression rwandaise qui nous menace depuis plusieurs mois. Donc, pas qui nous menace, que nous vivons sur cette zone-là. Et donc, je pense que tout mouvement en termes de ça pourrait être comparé à une insurrection. Là, vous abordez les histoires comme Peter Kazadi qui insiste sur le contexte de la ville de Goma. Oui, le contexte, voilà. Il faut aller dans le sens du contexte parce que cette zone est une zone attaquée. C'est une zone qui est menacée par les rebelles du M23. Vous savez que depuis plusieurs mois, la partie Bunagana est toujours entre les mains de ces personnes-là, de ces rebelles-là. Mais nous devons, au niveau de nos autorités, prendre des responsabilités pour sécuriser d'une manière stratégique cette partie-là. Donc, il en va de l'intégrité de notre territoire. Donc, je pense que il faut analyser la question dans le fond. Quel a été le comportement de ces adeptes vis-à-vis de l'armée? Était-il armé ou non? Était-il armé? Il faut se poser toutes ces questions-là pour maintenant condamner la réaction de l'armée. Vous voyez? Je sais que lorsque l'armée réplique, peut-être qu'il y a débordement, peut-être qu'il y a agression de l'un des leurs ou quelques-uns des leurs, ou soit, comment je dirais, une réplique à bout portant entre les militants de Wazalendo et l'armée. Donc, avant de pouvoir condamner fermement l'acte posé par la garde républicaine, c'est vrai, elle est là comme une unité spéciale. Mais il y a des questions, comment elle peut se retrouver sur ces théâtres-là? Il y a des questionnements. Bon, nous sommes sur...
nous sommes en train d'analyser. Oui. Nous sommes en train d'analyser. Souvent, la garde républicaine, à mon avis, intervient lorsque la police est affaiblie et débordée. Est-ce le cas avec ce qui s'est passé à Goma? Oui ou non? En tout cas, ça, c'est au niveau du gouvernement qu'on peut nous éclairer. C'est au niveau du gouvernement provincial du Nord Kivu, dirigé par Constant Dima, qu'on peut avoir des éclaircissements. Qui est rappelé. Justement, il va aller donner les éléments par rapport à ce qui est arrivé à Goma. Donc, ne soyons pas trop critiques. Ne soyons pas aussi... Il ne faut pas voir le verre à moitié trop critique. Ne pas voir le diable partout. Il faut être trop critique. Parce que la zone de Goma, je le répète et je le redis encore, c'est une zone qui est en insécurité suite à l'agression rwandaise. Avec les M23, vous le connaissez, et vous le savez. Voilà. Donc, tout mouvement de ce genre peut être toujours considéré un mouvement suspect. Peut-être qu'il pourrait y avoir des infiltrés, on ne sait jamais. Oui, le ministre parle de certains corps qui ne sont pas encore identifiés, et ça suscite des questions. Mais, en tant que Congolais, en tant que compatriotes congolais comme ces jeunes gens qui ont été tirés, qui ont été tués plutôt, je compatis. Mais je reste sur mon point d'analyser les faits à tout le niveau. Voilà, merci Michel Kongolo. Junior Katolo, comment, maître, vous avez analysé cette actualité? J'ai compati avec les compatriotes qui ont perdu leur vie et ceux qui ont perdu les êtres très chers. J'ai compati énormément avec eux. Je condamne aussi cette imprudence des services de sécurité qui n'ont pas réussi à bien se renseigner. Donc là, on peut déplorer la défaillance dans les renseignements au sein des services de l'intelligence. Mais je me dis aussi que lorsque on est dans une zone déclarée en état de siège, il faut avoir un comportement à afficher. Parce que dans un état de siège, même les libertés publiques sont amenuisées. Ça ne s'exerce pas au même titre que d'autres partis qui ne sont pas dans cet état de siège. Et quand vous posez la question de savoir comment est-ce que la garde républicaine s'est retrouvée, il faut aussi se poser la question de savoir comment est-ce que le gouverneur est militaire. Il faut aussi se poser la question de savoir comment est-ce que le maire de la ville de Goma est militaire. Et donc, cela est justifié par le contexte. C'est un régime spécial, que donc tout est géré. Et même les cours et tribunaux ne fonctionnent pas. C'est la cour militaire qui fonctionne. Donc c'est la justice militaire qui fonctionne. Donc tout est géré par les services militaires. Ça justifie évidemment la présence de cette unité spécialisée et pour essayer de voir pour être là. Et donc, vous le voulez ou pas, c'est ça le régime. Nous sommes dans un régime spécial. Par rapport à ce contexte, Goma est à des kilomètres des bastions des groupes armés. Il faut souligner ça. Il faut souligner ça. Oui. Et aussi, la manifestation se fait pendant la journée. Chacun doit être chez lui à la maison. Vous ne pouvez pas vous regrouper dans un endroit quelconque au motif qu'à la veille, vous allez manifester. Et qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter là-bas? Il faut aller les tuer. Et donc, dans une église. La population aussi, nous le peuple, nous nous sommes aussi mis dans une situation d'insécurité à nous-mêmes. Et lorsque vous suivez le gouverneur, il vous dit qu'il y a un policier qui a été tué, ravi, et il y avait des coups de balles qui ont retenti. Oui, Michel Kongolo parlait déjà de la menace qui a pesé sur l'un des leurs. Venant de ses compatriotes. Oui. Et là, nous sommes dans un état de siège. C'est tout à fait normal que si les renseignements ne sont pas bien informés, qu'il y ait de ces incidents-là. Oui. Et donc, la population aussi doit avoir la psychologie de guerre. Il faut être ensemble avec son armée. Il faut être
ensemble avec ces autorités. De cette façon-là, vous serez en sécurité. Ou sinon, tout autre comportement est susceptible d'une autre interprétation qui n'est pas favorable, n'est-ce pas, à la sécurité. Voilà, justement, Maître Junior Katolo, s'il faut parler sans langue de bois pour désigner un responsable dans ce carnage qui a eu lieu, qui est le véritable responsable de ce carnage? Bon, il faut avoir fait l'enquête et réuni tous les éléments possibles pour imputer une responsabilité à tel ou à l'autre. Okay. Mais de loin, je commence par endosser la responsabilité aux responsables des services de renseignement qui n'ont pas eu à anticiper les événements, qui n'ont pas réussi à infiltrer ces manifestants pour qu'au sein d'eux, qu'on ait des informations fiables à donner aux services de sécurité. Ça, la défaillance est au niveau de l'intelligence. Aussi, les autorités militaires qui gèrent cette partie du territoire. Constant Dima est rappelé à Kinshasa. Oui. Comment, et en tant qu'experts en matière de sécurité, n'ont pas eu à prendre des mesures nécessaires parce que, si je peux faire foi à certaines déclarations que je suis en train de lire ou soit suivre, imputées, attribuées au gouverneur, il dit « nous les avons suivis pendant un certain temps ». Ça peut être 2 jours, 3 jours, et ça a débordé à un moment donné. Donc, ils avaient déjà la situation et ils étaient en train de suivre, mais en tant qu'experts de la sécurité, ont failli à dénicher qui fait quoi au sein de ces groupes. Et voilà, aujourd'hui, brusquement, nous déplorons un incident qu'on devait en principe, si on avait de bons renseignements, échapper. Merci bien, Junior Katolo. Oui, Franck Senga, vous ne semblez pas être d'accord avec tout ce qui a été dit par les autres co-débatteurs. On vous écoute. Quelle est votre grille de lecture à vous? Écoutez, ce qui s'est passé est un carnage. On ne doit pas tourner autour du pot, chercher à ménager certains. C'est une faute grave, une faute lourde. À qui cette faute, exactement? Mais mon cher ami, l'article 10 de la loi portant organisation de la garde républicaine dit qu'il y a un commandant suprême et la garde républicaine ne répond qu'à ce commandant suprême-là. Il y a un général qui est le général commandant de la garde républicaine. Il se la coule douce à Kinshasa là-bas. Voyez-vous, écoutez, on dit ici que l'armée est montée en puissance avec les marches qu'on a vues de dissuasion dans toutes les grandes villes. Aujourd'hui, toutes les grandes villes sont surmilitarisées par cette même garde républicaine à qui on a donné un équipement très sophistiqué qui ont servi pour tuer ces gens de Ouazalendou là-bas. Et ils ont été tués dans une église. La marche n'avait même pas encore commencé. Et d'ailleurs... Junior Katolo souligne le contexte nous sommes dans l'état des sièges. L'état des sièges n'a pas encore été... Lui, c'est le contexte. Moi, je vous parle des faits, monsieur. Donc, les faits est que les gens étaient à l'église, ils ont veillé là-bas et ils se disaient que le lendemain, ils peuvent manifester. On a vu la garde républicaine venir les massacrer là-bas. Juste à côté, il y a une radio. Ils entrent dans les studios de la radio comme maintenant je vous parle. Il dit, allez, journalistes, techniciens, couchez-vous à terre. Ils se couchent et ils tirent dessus. C'est quoi le contexte? Qu'est-ce que ça a à voir avec le contexte de l'état de siège? Vous tirez sur une journaliste, une pauvre fille, vous tirez dessus après l'avoir neutralisée. C'est quel contexte que vous voulez chercher? C'est une bavure, c'est une bêtise. D'ailleurs, moi je dis ceci. Vous dites que l'armée monte en puissance. Mais allez à Bunagana faire ça. Si cette barbarie pouvait être tenue envers les M23, on arrache, je ne sais pas, la tête de Willing Goma. Mais ça nous aurait enchanté. Allez à Bunagana plutôt que d'aller tuer des Congolais qui vivent paisiblement en paix à Goma. Voyez-vous? Donc, et voilà. Et aujourd'hui, on nous attrape est-ce que cette question n'est pas à analyser avec peu d'émotion, avec beaucoup de froideur? On vous voit assez
Vous êtes tellement dans la chose. D'après, écoutez, c'est un jour noir, ce jour du 30 juin là. D'après les organisations de droits de l'homme, des ONG là-bas, ils disent qu'il y a plus de 150 morts massacrés par des militaires payés avec l'argent du contribuable dont ils font partie. C'est un jour noir, c'est grave, c'est quelque chose qui peut même être réglé au niveau de la CPI. C'est un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, au moment où l'auditeur lui-même dit que c'est un crime contre l'humanité, on va juger ces militaires. Il y a un procès en cours. Oui, c'est quelques... Bon, enfin, on a trouvé quelques dindons de la farce pour porter la responsabilité de ce massacre-là. En réalité, on laisse leur commandant libre et tout ça à Kinshasa. Mais comment se fait-il qu'on séquestre un policier, même si c'est un policier tué? Comment se fait-il que l'unité de la police n'est pas venue à la rescousse, qu'on voie la garde républicaine venir? Et vous savez quoi? Rapidement, chuter. Au moment où c'est un crime contre l'humanité, mais Peter Kazadi, lui, dit que c'est une petite bavure susceptible de se dérouler même aux États-Unis. Et vous savez, à partir du moment où on laisse les commanditaires se la couler douce à Kinshasa, alors que ce sont eux qui donnent des ordres manifestement illégaux. Et ça devient très dangereux. Je fais un parallélisme. Rapidement, oui. Une erreur a été commise, apparemment. Je pense que les langues se délient. Une erreur a été commise ici dernièrement. On invite un député à la Cour constitutionnelle. Et le député est enlevé au niveau de la Cour constitutionnelle et on le retrouve le lendemain mort. On peut tout dire de Kabila, on peut ou ne pas l'aimer. Il faut dire que le ministre de la Communication n'a pas admis ces thèses. Il dit que certains confrères ont été manipulés pour soutenir. Oui. S'il vous plaît, il y a beaucoup de témoins. Patrick Mouyaya, vous le croyez encore? Merci. S'il vous plaît, merci, je termine. Oui, je termine par là. Terminé. Mais maintenant, quelqu'un qui est enlevé au niveau de la Cour constitutionnelle, on le retrouve le lendemain mort. Mais on arrête son chauffeur et son garde-corps et on voit un procureur en totale violation du secret de l'instruction faire une conférence de presse pour désorienter l'opinion quant à ce qui est arrivé. Et ils sont tous libres. C'est tout un procureur. Comment dire qu'il désoriente? S'il vous plaît. Il ne fait que son travail. Il rend son expertise. Il ne fait pas de conférence de presse. Nous sommes dans un système inquisitorial où l'instruction est secrète. Voyez-vous. Merci. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Oui. Du temps de Kabila, on peut ou ne pas l'aimer. Mais quand Floribert Chebeya avait été tué, après avoir découvert son corps, tout de suite, Kabila avait suspendu l'inspecteur général de la police et il y a eu des arrestations en cascade à l'inspectorat de la police pour que les enquêtes commencent. Mais maintenant, depuis que Chéribin Okende est mort, celui qui l'a invité, finalement, personne n'est responsable de cette mort. Merci. Alors qu'ils veulent nous cacher ce que tout le monde connaît. Merci bien, Franck Senga. Michel Kongolo, vous avez entendu Junior Katolo, vous avez entendu Franck Senga. Qu'est-ce qu'il faut dire en résumé autour du principal responsable de ce carnage qui a eu lieu à Goma? Bon, ce n'est que la justice, après ces enquêtes, qui va établir cette responsabilité-là, qui va découvrir qui est le véritable responsable. Mais à partir des éléments d'analyse qu'on a aujourd'hui, Michel Kongolo, est-ce qu'on ne peut pas se jeter dans des conjectures pour essayer de voir qui devait faire quoi et qui ne l'a pas fait? Je répète, je le redis, la justice fera son travail. Oui. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a invité le gouverneur militaire à Kinshasa. Il y a un procès qui est déjà ouvert. Donc c'est à l'issue de ce procès on va entendre les uns et les autres. Et après cela, on va établir les responsabilités. On saura qui était à la base de ce carnage-là. Mais nous voulons revenir sur le débat en question. Je me rappelle bien, selon les informations que nous avons suivies, c'est que le jour où le mouvement annonce sa marche, on aurait appris que l'armée rwandaise aurait aussi déployé autour de notre petite frontière de Goma ses troupes. Donc il était important que nos forces puissent jouer à la vigilance. Donc, tuer ses compatriotes. Bon, le contour. Nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train d'analyser les contours de l'événement. Donc, les informations à notre possession nous laissent entendre que le jour où le mouvement a annoncé qu'il devrait marcher sur Goma
pour réclamer notamment le retrait de l'EAC et de la MONUSCO. Autour de Goma, à la frontière, l'armée rwandaise aurait aussi déployé ses troupes. Donc, il était important. Peut-être qu'il y avait une connivence entre les deux parties. Là où je m'insurge un peu, c'est au niveau aussi de cette fragilité de nos services de renseignement, comme venait de le dire mon collègue. Donc, les services de renseignement pouvaient peut-être anticiper la chose et neutraliser ce mouvement. Si peut-être ils ont eu si peut-être ce que nous avons suivi est vrai, pour dire peut-être qu'il devrait y avoir un faux mouvement sur la ville, les services de renseignement devraient anticiper. Merci. C'est le rôle auquel ils sont appelés à nous montrer de quoi ils sont capables. Merci. Mais assister jusqu'à ce massacre, moi je pense que beaucoup plus les responsables devraient sortir des services de renseignement. Donc les responsables de ce carnage-là. Merci. Pour revenir à votre question, si la justice faisait bien son travail, moi je pense que c'est au niveau des services de renseignement et de qu'on qui devrait mettre la main sur les responsables. Merci bien Michel Kongolo. Et dans cette même veine, nous allons passer au deuxième thème de ce débat qui est celui du renouvellement, de la prolongation du mandat de l'EAC. Nous avons parlé depuis le début de cette émission de la situation sécuritaire, le mandat de l'EAC qui a été encore prorogé pour 3 autres mois. Ils sont là en RDC jusqu'en début décembre prochain dans un contexte où beaucoup d'observateurs disent qu'il n'y a pas d'évolution sur le terrain, sur les théâtres des opérations de guerre. Est-ce que cette décision est opportune ou elle est plutôt inopportune? C'est l'objet de ce deuxième thème. À l'entame, nous allons suivre le ministre, le porte-parole du gouvernement, le ministre de Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, qui motive en tout cas ce renouvellement du mandat de la force de l'EAC. Il y avait hier au Kenya, ou ces 2 derniers jours au Kenya, un sommet sur les climats. C'était le premier d'ailleurs sommet consacré à la question du climat qui réunissait les chefs d'État africains, et la République démocratique du Congo y a pris part notamment avec le Premier ministre Sama Lukonde. Et il y a eu, comme l'occasion faisant les larrons, il y a eu l'initiative qui a été prise, je pense, par le président burundais qui dirige la communauté de l'Afrique de l'Est pour le moment, pour qu'il y ait cette forme de discussion de haut niveau sur la situation dans l'Est de la RDC. Il y avait justement la question pendante du renouvellement du mandat qui expirait le 8. Elle est pendante parce que nous avons des discussions qui n'ont pas encore été conclues avec l'EAC, notamment sur certaines dispositions du SOFA. Il y a un article du SOFA qui ne précise pas les modalités de retrait, de la force régionale, mais aussi sa durée sur laquelle le gouvernement est encore en train de travailler avec l'EAC. Donc il y a une réunion, un conseil de ministres qui était prévu pour entériner ces dispositions avant de pouvoir disposer. Mais parce que la réunion n'a pas encore eu lieu et que la réunion devrait normalement avoir lieu d'ici la fin du mois, on ne pouvait pas laisser les troupes de ces pays être en République démocratique du Congo sans mandat. Et donc, il y avait un besoin de couvrir, mais je pense que les discussions qui se feront en fin de mois pourront nous fixer de manière claire sur les sujets. Peut-être que nous pourrons revenir là-dessus avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a accompagné le Premier ministre dans ces réunions où il a représenté le président de la République. Voilà, Michel Kongolo, en suivant Patrick Mouyaya, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a négligé certains aspects avant d'adhérer à l'EAC et avant de faire venir cette force? Parce que Patrick Mouyaya nous parle de certaines dispositions qui doivent être prises avant le retrait de cette force. Bon, vous savez qu'avec la présence de l'EAC, c'est une expérience de collaboration avec d'autres armées. Nous sommes en train de juger leur efficacité sur le terrain. Donc, il faut du temps pour ça. Ce n'est pas au bout de quelques mois qu'on peut directement juger l'inefficacité de cette force-là. Mais le président il s'était déjà montré assez dubitatif au sujet de la force de l'EAC, le président Tshisekedi. Bon, je pense que la seconde chance dans le renouvellement de cette collaboration pourrait nous prouver de quoi cette force pourrait être capable, encore une fois de plus, parce que nous attendons d'elle des résultats positifs sur le terrain, parce que nos compatriotes à l'est du pays sont
en train de subir cette rigueur leur imposée par le M23 en collaboration avec le Rwanda. Donc il faut du temps pour ça. Essayons de voir là où ça n'a pas marché avec cette force-là. Et à l'issue de cela, si nous voyons que ça ne marche pas, je pense qu'au niveau du gouvernement et au niveau des autorités du pays, il pourrait s'y prendre des mesures draconiennes par rapport à ça. Voilà, Junior Katolo, 3 mois encore de la force de l'EAC sur notre territoire. Est-ce que cette décision était vraiment opportune pour le gouvernement congolais? Bon, si j'ai bien suivi Monsieur le ministre des Communications, il dit qu'il y avait des discussions et que certains points n'étaient pas encore abordés et on n'avait pas encore des résolutions finales. Et partir, les modalités de quitter ou de rester devaient être couverts par des textes. C'est comme ça que, en attendant ces discussions, qu'on a prorogé ces mandats-là de manière à leur permettre, à justifier leur présence en République démocratique du Congo. Mais ici, ma question qui me vient en tête, c'est de savoir, parce que je n'ai pas encore lu cet accord qui a permis, n'est-ce pas, ces forces-là d'être sur la République. En principe, on devait prévoir leur arrivée. Normalement. Oui. On devait prévoir leur attribution ou leur mandat, donc la portée de leur mandat, et aussi la fin de leur mandat. Qu'est-ce qui pouvait y avoir, qu'est-ce qui pouvait être prévu pour que ça accompagne le départ? Et puis la même question que je posais à Michel Kongolo. Est-ce qu'on a l'impression que beaucoup de choses n'ont pas été faites en aval? Comme il y a... en amont, pardon. Non. Oui. Comme il y a eu leur présence en République démocratique du Congo pendant un certain temps, il a fallu d'abord évaluer pour s'en rendre compte. Est-ce que voir les indicateurs, qu'est-ce que ça donne? C'est au rouge ou au vert? Et si c'est au vert, qu'est-ce qu'on peut encore envisager? Donc les degrés d'exécution, les degrés de leur intervention, ça a apporté quoi à la République démocratique du Congo? S'il y a quelque chose de positif qui apporte, donc on peut encore ajouter un certain nombre de temps pour leur permettre d'atteindre les objectifs. Je pense que c'est à ce niveau-là que les discussions sont en train de se mener entre participants pour voir qu'est-ce que ces forces de l'AEC a apporté à la sécurité de la République démocratique du Congo, notamment à l'Est, et qu'est-ce qui reste à faire et quelles seront les modalités de leur départ. Je pense que c'est autour de ça. Attendons que les discussions prennent fin de manière à ce que nous ayons les résolutions que vont prendre les délégués des différents pays. D'accord, merci bien. Franck Senga, est-ce qu'il y a des choses à reprocher au gouvernement? Par exemple, beaucoup de choses n'ont pas été, on n'a pas tenu compte de certains aspects de la question déjà en amont. Exactement, absolument. Oui. D'ailleurs, avant de répondre, j'aimerais éclairer la lanterne. Après le carnage de Goma, les militaires s'en sont maintenant pris à voler le bétail des gens qui venaient de tuer. On a vu des chèvres, cochons, poules, même les condiments dans les casseroles déjà préparées. Ils ont tout emporté pour aller manger. Est-ce que c'est vérifié? C'est vérifié, il y a des images. C'est vérifié, je peux vous les envoyer. On se les partage comme des... Est-ce que ce sont des images authentiques? C'est authentique. Il y a des images, il y a la garde républicaine, il y a des camions, des matricules. Rapidement à la question. Voilà. Bon, mais maintenant, pour la question de l'EAC, moi je pense que l'EAC avait comme mandat, comme mission 1. La mission principale était de retrouver la paix à l'Est en traquant le M23. Ça, c'est quel document? Ceux qui n'ont pas fait. Non, dans le document de l'EAC, pour restaurer la paix à l'Est. Ils sont venus restaurer la paix. Voilà. De deux, l'EAC devait
disons, dissuader le M23 à aller dans les camps de cantonnement, les sites de cantonnement, ceux qui n'ont pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas faits. Même la paix n'est pas revenue. Et 3, le M23 continue à se ravitailler et même à se renforcer aux yeux de l'EAC, à la barbe de l'EAC. Oui. Ils perçoivent même des taxes et tout ça. Ils se renforcent, ils payent les armes, ils font à la barbe de l'EAC. Donc, si aujourd'hui on me dit ici qu'on a encore prorogé ce mandat de 3 mois, alors moi je me demande, c'est quoi si ce n'est pas l'ignorance ou le tâtonnement? Il y a peut-être certains aspects qui sont cachés au public, à la population. En fait, c'est une attitude antinomique et contradictoire. Ça signifie en d'autres termes qu'on nous cache certaines choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement congolais, en commençant par le président, ne maîtrise rien de tout ce qui se fait au-delà de ce corridor-là. On a déjà perdu ces régions. Ce sont des vastes territoires, des vastes étendues. Comment vous le voulez, Franck Senga, vous avez quelqu'un comme Boussa Nyamwisi qui est un ancien seigneur de guerre, qui est originaire du Nord Kivu, qui est aujourd'hui ministre de l'intégration, c'est-à-dire qu'il a aussi un point de vue à donner avant que la RDC puisse intégrer certaines organisations sous-régionales ou régionales. Vous avez quelqu'un comme Bemba, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Et de là, dire que tout le gouvernement ne maîtrise pas cette question, Franck Senga, est-ce que ce n'est pas trop grand? Est-ce que ce n'est pas osé? Écoutez, les deux personnalités que vous venez de citer là, ils ont pris des armes contre leur peuple. Ils ont pris des armes pour combattre le gouvernement congolais en son temps. Ne dites pas que ce sont des experts. Ils ont trahi à un moment donné leur peuple. Et vous prenez ces mêmes gens qui font partie du problème pour venir résoudre ce problème. Mais c'est un échec, vous allez pas corriger. Disons, Franck Senga, que c'est une décision inopportune, cette décision. C'est une décision alambiquée qui n'a aucun sens, qui ne va que paupériser l'insécurité à l'Est. C'est une décision, je vous l'ai dit ici, c'est antinomique et contradictoire. Merci. Le président a dit que l'EAC n'en fait pas trop. Il a dit devant le président burundais. Mais pourquoi il a accepté de proroger? Il faut les chasser, les remballer. Il nous augmente des problèmes plutôt que de les résoudre. Merci Franck Senga. En guise de conclusion, Michel Kongolo, cette décision est-elle opportune ou elle est plutôt inopportune? Elle est, à mon avis, opportune parce qu'il faut, je l'ai dit dès l'entame de mon intervention sur cette question-là. Non mais attendez, Michel Kongolo, Bunagana est toujours dans les mains du M23. Il y a beaucoup de territoires dans l'est de la RDC qui sont dans les mains des rebelles. La force de l'EAC est là. On n'a jamais appris qu'ils ont lancé un assaut contre les rebelles du M23. Ils ne le feront jamais. Comment dire que cette décision est opportune? C'est une situation de guerre. Oui. D'autant plus que l'adversaire a ses stratégies et aussi du côté de nos forces armées, nous devons avoir des stratégies. Et les stratégies, on ne les monte pas du jour au lendemain. Merci. Donc il faut du temps pour ça. C'est ce que j'ai dit. Je reviens sur ce que je disais. Le renouvellement, à mon avis, il est opportun. Pourquoi? Parce qu'il faut encore dénicher les failles. Dénicher les failles, ça fait partie des stratégies pour arriver à mettre à bout l'ennemi qui a déjà occupé une partie de notre territoire. Merci bien Michel Kongolo. Oui, en guise de conclusion, Junior Katolo, cette décision est-elle inopportune dans un contexte où c'est plutôt les statu quo, c'est l'enlisement même sur les terrains? Le souhait serait que, au regard de leur laxisme, que l'EAC, les membres, en fait, les troupes de l'EAC partent de notre territoire national parce que nous nous attendions d'eux, quand ils seront ici, d'affronter, n'est-ce pas, les M23 et d'autres agresseurs. Oui. Mais il faut signaler que l'EAC, c'est une organisation sous-régionale qui comprend plusieurs pays, y compris nos agresseurs. En conclusion, il faudra que ça se traite au niveau de cette organisation en tenant compte des uns et des autres. Merci. En conclusion, on ne sous-traite pas la sécurité de son propre territoire par les autres. Merci Michel Kongolo. On doit compter sur notre propre armée. Merci aussi à Franck Senga d'avoir participé à ce débat. Chers auditeurs et téléspectateurs, les programmes continuent sur votre chaîne.